Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'UE fait coup double. En plus de maintenir l'approvisionnement en gaz russe en dépit des annonces, Bruxelles le fait transiter par la Turquie. Nous évoquerons ensuite un rapport sénatorial qui dresse un bilan au vitriol des 7 années de politique africaine d'Emmanuel Macron. Un reportage également à Paris avec l'ancien député européen Hervé Juvin qui organisait une conférence avec son mouvement afin de sensibiliser des chefs d'entreprise aux enjeux de souveraineté alimentaire et d'écologie. Et enfin, un peu de légèreté avec les Lego, ces jouets mythiques qui passionnent les plus jeunes mais aussi les collectionneurs et parfois même les investisseurs. Regain de crispation sur les questions énergétiques en Europe, Russie, Azerbaïdjan, Turquie mais aussi États-Unis. Plusieurs acteurs internationaux semblent tirer leur épingle du jeu, mais ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Peu de monde pensait qu'il irait au bout de sa démarche, mais malgré tout, pour la toute première fois en plus d'une décennie, Viktor Orban a ouvertement et publiquement menacé de mettre son veto à la reconduction des sanctions européennes contre la Russie. Outre l'élection de Donald Trump, qui donne quelques ailes à Orban pour s'exprimer plus ouvertement, c'est surtout la décision unilatérale de Kiev d'interrompre le transit du gaz russe par le gazoduc Druzhba, qui part de Russie, traverse l'Ukraine et va ensuite en Slovaquie, qui est à l'origine de cette colère exprimée par le Premier ministre hongrois. Cette interruption a provoqué une gronde encore plus forte en Slovaquie, premier bénéficiaire en Union européenne de ce gazoduc, puisqu'en plus de son approvisionnement, cela lui permettait de redistribuer le gaz aux voisins et donc de percevoir des droits de transit conséquents. Une solution a été trouvée pour le moment, puisque désormais le gaz russe à destination de l'Europe centrale fait un détour par la Turquie et le gazoduc Turkish Stream qui traverse la mer Noire. La position de la Hongrie sur ce point est assez claire, c'est que ces sanctions sont non seulement inefficaces, mais en plus qu'elles peuvent avoir un impact négatif pour la compétitivité des économies européennes. La Hongrie, pour des raisons évidentes, pas les moyens, une pression politique pour s'opposer à la prolongation des sanctions tous les 6 mois, parce que très peu le savent, mais les sanctions contre la Russie qui existent depuis 2014 et qui ont été étendues à tout un tas de domaines à partir de février 2022 sont des sanctions qui sont limitées dans le temps. Elles doivent être reconduites tous les 6 mois. La stratégie qui a été adoptée par la Hongrie, c'est plutôt tenter en réalité de demander des garanties et des exceptions. On notera par ailleurs qu'au contraire du gaz, le transit de pétrole brut russe par l'Ukraine en direction de l'Europe n'a lui pas été interrompu. Il est probable que l'Ukraine ne voulait pas se tirer une balle dans le pied, étant donné qu'une partie de ce pétrole brut russe acheminé à la Hongrie via l'Ukraine est ensuite raffiné en Hongrie et renvoyé à l'Ukraine qui en fait usage. Une preuve de plus du caractère interdépendant des économies et des infrastructures énergétiques et de la grande difficulté d'effectuer des déconnexions brutales dans de tels domaines. Le maintien de cette liaison faisait d'ailleurs partie des exigences énoncées par Orban pour ne pas mettre son veto au renouvellement des sanctions russes. Désormais, une autre hypothèse voit de plus en plus le jour, celle d'utiliser les gazoducs reliant l'Ukraine à l'Europe centrale pour faire transiter non plus du gaz russe, mais du gaz azerbaïdjanais. Une hypothèse intéressante, mais qui soulève plusieurs interrogations, notamment sur l'origine réelle du gaz. Il y a, depuis quelques semaines, en réalité ça a commencé au mois de juin l'année dernière, c'est Politico, le site d'information bruxellois, pro-Commission européenne, qui a sorti cette information que Robert Fico aurait demandé aux Azerbaïdjanais s'ils pouvaient envoyer du gaz dans les pipes existants en Ukraine à la place du gaz russe, et ça permettrait à la Slovaquie de survivre d'un point de vue énergétique. Bon, sur ce point, plusieurs choses. L'Azerbaïdjan n'a pas assez de réserves pour remplacer la Russie en termes d'approvisionnement gazier. À l'heure où on parle, l'Azerbaïdjan fournit le marché européen à hauteur de 5 ou 6% des besoins gaziers par le corridor gazier sud, qui passe donc par la Turquie, la Grèce, l'Albanie et en Italie. Et il y a des interconnexions qui se font dans les Balkans. Donc le gaz azerbaïdjanais est absolument stratégique pour l'Europe du Sud-Est. La Hongrie essaye de se raccrocher à ce wagon, la Slovaquie aussi, mais l'Azerbaïdjan ne peut pas changer la donne. Elle n'a pas assez de réserves. Ce qui est vrai, c'est que l'Azerbaïdjan a ce qu'on appelle des accords de swap.
avec la Russie, c'est-à-dire qu'avant l'hiver, en fonction des besoins, de la fluctuation, en fonction des températures, des besoins en gaz, eh bien, elle achète du gaz russe, elle en revend, elle vend le sien, elle en achète. Et il faut savoir une chose, c'est que le gaz, contrairement au pétrole, n'est pas un produit traçable, c'est-à-dire que lorsqu'il sort d'un pipe, on ne peut pas savoir d'où il vient. Donc, sans doute que il pourrait y avoir des situations dans lesquelles on achète du gaz en signant un contrat avec un fournisseur d'un pays X, et en réalité, le gaz que l'on achète ne vient pas de ce pays, mais d'un pays d'un autre pays. C'est parfaitement possible. Simplement, lorsqu'on regarde les quantités, on s'aperçoit tout simplement que l'Azerbaïdjan reste un acteur important d'un point de vue régional en Europe et n'a pas les moyens pour pouvoir complètement changer la donne. Même si l'hypothèse azerbaïdjanaise devait aboutir dans les prochains mois, la guerre de l'énergie en Europe est loin d'être terminée. Alors que la Bulgarie a finalement renoncé à surtaxer le gaz russe qui transite sur son territoire avant d'être acheminé en Serbie et en Hongrie, en raison des menaces de la Hongrie de bloquer son adhésion à Schengen, les libéraux bulgares continuent de faire du lobbying en ce sens, y compris auprès de la nouvelle administration américaine, en faisant miroiter l'idée que rendre le gaz russe moins compétitif pourrait donc donner plus d'espace au GNL américain sur le marché européen. Une idée qui pourrait bien finir par séduire Donald Trump, désireux de réduire le déficit de sa balance commerciale avec l'Union européenne, en augmentant notamment ses exportations de GNL vers le vieux continent. En clair, malgré ses fanfaronnades, l'Europe n'est clairement plus en maîtrise du destin de son approvisionnement énergétique et donc de sa compétitivité, en particulier avec l'approche idéologisée et le manque de pragmatisme qui caractérise sa direction bruxelloise. L'échec d'Emmanuel Macron en Afrique formalisé par un rapport sénatorial. Un rapport de 3 élus entérine l'échec du président dans sa politique africaine depuis 7 ans. J'irai partout écouter ce qui s'exprime, ce qui se dit, ce qui se veut. Mais d'autres m'aideront aussi pour entendre votre message. Nous avons le choix entre l'envie de nous retrouver ou la tragédie de nous ignorer. Je vous propose non seulement de nous retrouver, mais de ne plus nous séparer. C'était il y a déjà 7 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou. Emmanuel Macron annonçait les grandes lignes de ce qui était censé être sa vision en matière de relations entre la France et le continent africain. 7 ans plus tard, la France a été évacuée du Sahel et le Sénégal ainsi que le Tchad ont congédié les troupes françaises, réduisant l'influence du pays sur le continent à presque rien. Cet échec a souvent été pointé du doigt par des analystes. Il est désormais inscrit dans un rapport sénatorial adopté par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées de la Chambre haute le 29 janvier. Ronan Le Gleut, membre des Républicains, Marie-Arlette Carlotti du Parti socialiste et le centriste François Bonneau attribuent cet échec notamment à la méthode envisagée par le président de la République depuis maintenant 7 années. Il faut dire que le président a cultivé un mépris dissimulé derrière une apparente franchise qui n'a pas vraiment séduit les anciens partenaires africains de la France, et cela dès son fameux discours de Ouagadougou en 2017. Et moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Un tutoiement irrespectueux, un petit frottement sur le nez, une sortie signée Macron qui marquait le début d'une sortie française de l'Afrique. La méthode Macron n'aura pas seulement consisté à faire le mariole devant des parterres d'étudiants et de diplomates en donnant la leçon, elle aura également consisté en un repli vers les pays non francophones, Nigeria, Kenya, Ghana, Éthiopie, Afrique du Sud. Une stratégie contre-intuitive, en totale contradiction avec la réalité de la France et de la francophonie en Afrique, et notamment des plus de 100 000 Français inscrits dans des consulats d'Afrique de l'Ouest et des nombreuses entreprises tricolores implantées dans cette zone. Les récents départs du Sénégal et du Tchad de l'armée française, d'où Paris a été subitement congédié après plusieurs décennies de présence sur place, ont suivi le retrait militaire contraint et forcé du Sahel après 8 années d'une coûteuse opération Barkhane, impuissante à enrayer la progression des groupes djihadistes sur place, tandis que des juntes ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Certes, Emmanuel Macron avait envisagé ce qu'il appelle une réduction de l'empreinte militaire française en Afrique, mais le rapport sénatorial estime que néanmoins rien ne s'est passé comme prévu.
Les sénateurs évoquent aussi les offensives de concurrents stratégiques de la France sur le continent, notamment la Russie, et font valoir un éloignement de Paris des populations civiles, alors que la France s'est essentiellement concentrée sur les élites qui sont minoritaires et qui ont souvent été écartées du pouvoir. Sur les changements de chef d'État, que d'aucuns appelleront des dictateurs, le rapport recommande de condamner tout changement de régime anticonstitutionnel afin de maintenir une attitude cohérente et d'éviter l'accusation de double standard. Les sénateurs faisaient ici référence aux condamnations de Paris vis-à-vis des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tandis que le président a salué la succession dynastique au Tchad, où Mahamat Déby a pris la place de son père décédé en 2021. Une attitude qui n'a d'ailleurs pas pérennisé la place de la France dans ce pays. Désormais, face à son propre échec, le président français fait dans la fuite en avant, estimant que ce départ d'Afrique est avant tout un choix. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Un président qui voudrait qu'on lui dise merci et qui traite entre les lignes les Français d'ingrats, en plus des Africains. Avec sa politique oscillant entre repentance et petites phrases provocatrices, le en même temps diplomatique macronien est un échec. Mais le président ne semble pas être le seul à ne pas apprendre de ses erreurs. En effet, le rapport sénatorial, qui critique son action en Afrique, préconise d'assouplir la politique française des visas, qui susciterait, je cite, un profond mécontentement auprès des entrepreneurs, des étudiants, des artistes ou des hommes politiques africains. Une suggestion qui semble aller un peu à l'encontre de l'opinion française qui apparaît de plus en plus hostile aux nouvelles arrivées sur le territoire français. Les localistes à Paris, jeudi, l'ancien eurodéputé Hervé Juvin organisait une conférence de son mouvement afin de sensibiliser des chefs d'entreprise aux enjeux de souveraineté alimentaire et d'écologie. Un reportage de Louis de Torcy. Hôtel de Montgascon, au cœur du très chic 7e arrondissement de Paris. C'est dans cette ultime demeure de l'écrivain Françoise Sagan que le mouvement d'Hervé Juvin, les localistes, organisait avec des chefs d'entreprise du monde entier un colloque pour discuter d'un modèle économique plus sain et local. Le localisme, c'est un mouvement international. 10 nationalités sont représentées ce soir. Le localisme, c'est le mouvement de ceux qui veulent bien vivre au pays, bien vivre et travailler au pays, bien vivre et profiter d'un environnement agréable, mais aussi du progrès, mais aussi de l'ouverture au monde dans le territoire qu'ils ont choisi. Une soirée propice aux discussions. Renaud Bochard, avocat franco-américain, à peine revenu des États-Unis, a établi un parallèle entre la situation sanitaire des deux pays, alors que Robert Kennedy Jr. venait d'être confirmé ministre de la Santé par le Congrès américain. Pourquoi avons-nous une multiplication de maladies chroniques, ce qu'on appelle une pandémie de maladies chroniques aux États-Unis? Bien évidemment, toutes les maladies vasculaires, les AVC, etc., la multiplication des cancers, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus surprenantes encore. Il y avait à peu près, dans la génération de Robert F. Kennedy Jr., il y a un Américain sur 10 000 à peu près qui est atteint d'autisme. Vous avez maintenant un enfant sur 36 nationalement qui est diagnostiqué avec de l'autisme sur la totalité du territoire américain. Si vous allez en Californie, c'est 1 sur 22. Comment est-ce que c'est venu? Quelles sont les causes de cette multiplication de maladies chroniques? Et je ne parle pas effectivement de l'obésité, qui est un phénomène d'ailleurs croissant non seulement aux États-Unis, mais que je vois en très très forte hausse aussi en France. De son côté, Hervé Balusson, le PDG et fondateur de l'entreprise de biotechnologie Olmix, a pour sa part évoqué une technique écologique et innovante pour l'agriculture avec l'utilisation d'algues marines, notamment dans la régénération des sols. Alors c'est la vie dans la régénération des sols, c'est la vie dans l'immunisation des animaux et des hommes. Qui dit redonner vie à des sols, améliorer la santé des animaux, on améliore la santé des hommes. C'est le One Health. Alors par contre, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on voudrait, enfin ce que Big Pharma, Big Data et Big Machin voudraient. C'est-à-dire, c'est un concept qui est surtout sorti après la guerre, où, ok, les engrais chimiques, les engrais azotés, les pesticides ont permis à tout le monde de manger, ce qui est important. Mais à force de les utiliser
et de les utiliser en excès, on tue la biodiversité. Ainsi, pour Hervé Juvin, le localisme est le mariage de l'innovation de pointe, mais également des traditions de chaque peuple. Le localisme, c'est la vie sous toutes ses formes, c'est la diversité de nos cultures, de nos traditions, mais aussi des régimes politiques, des modèles économiques, des systèmes sociaux. Enfin, le localisme, c'est ce qui réunit tous celles et tous ceux qui, partout dans le monde, souhaitent que leur pays vive, que leur territoire vive et que la vie soit plus belle chaque jour. Simple jouet pour enfants, les Lego deviennent un véritable business et même un investissement pour certains. Des passionnés et des spéculateurs cherchent à acquérir des modèles rares ou limités de la célèbre marque. Explication avec Mathilde Davignon. Quand des briques deviennent de l'or. Fondée au Danemark en 1932, Lego est devenue une marque emblématique dans le monde du jeu et de la construction. Posséder des boîtes rares et bien conservées peut même désormais être un petit investissement dont la valeur augmente avec les années. Dans certains cas, ces hausses offrent des plus-values pouvant rivaliser proportionnellement avec des investissements immobiliers ou des actions. Contrairement à ces placements plus classiques, les Lego sont accessibles à tout type d'investisseurs, quel que soit leur budget. Il convient donc de chercher vos jeux d'enfance à la cave ou de faire les vides-greniers pour retrouver de vieilles boîtes que l'entreprise ne produit plus. Ainsi, une boîte magasin de pêche datant seulement de 2018 et alors vendue 110 € peut atteindre 6 ans plus tard 320 €. La marque, elle, joue sur la fibre collectionneur, repère ses plus grands amateurs sur Internet et en fait des ambassadeurs nommés constructeurs officiels. Certains sont même désormais nommés artistes Lego. Les constructeurs officiels peuvent être invités à participer à des expositions et des salons spécialisés, nouvelle occasion pour la marque de faire de la réclame. Parmi les pièces remarquables que l'on peut admirer lors de ces événements, on pourra citer celle d'un Français ayant construit une maquette de Notre-Dame de Paris de 180 kg, un travail de 170 heures qui mérite bien un dîner du mercredi soir. Le marché de la revente est ainsi en plein essor, mais le marché du neuf se porte bien aussi grâce à des partenariats bien sentis de la marque. On citera évidemment Star Wars, mais aussi Harry Potter ou encore Super Mario et Minecraft. Lego propose en outre une réplique de la mythique DeLorean volante de Retour vers le futur, ainsi qu'une réplique du Titanic pour la coquette somme de 680 € ou même le Concorde pour 200 €. La marque s'essaye également à l'art en proposant des répliques de chefs-d'œuvre de Van Gogh. En misant sur la nostalgie des consommateurs, sur la culture populaire contemporaine, mais également sur les grands succès cinématographiques, l'architecture, la peinture et l'histoire, la firme parvient à s'adapter à un marché du jouet très rude. Son cousin allemand Playmobil, lui, n'est pas parvenu à se renouveler et se trouve en grande difficulté. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Un budget en commission, mais le gouvernement Bayrou reste en suspens. Ce vendredi, la commission mixte paritaire a conclu un accord pour le budget 2025. Le texte est dans les grandes lignes le même que celui adopté au Sénat. La prochaine étape aura lieu lundi à l'Assemblée nationale. Les députés RN, LFI et socialistes ont voté contre le budget qui devra probablement être adopté avec le 49.3. Le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, membre de la commission, a affirmé que son groupe parlementaire déciderait lundi de voter ou non une motion de censure. Du côté des socialistes, le chef de groupe Boris Vallaud a affirmé que la question de la censure restait ouverte. François Bayrou devra peut-être faire ses bagages lundi soir. Profanation au cimetière de la Trinité-sur-Mer. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tombe de Jean-Marie Le Pen, dans sa ville natale du Morbihan, a été vandalisée. La croix du caveau de la famille Le Pen a été détruite à la masse. L'ensemble des stèles et des monuments en hommage à la famille ont été endommagés. La gendarmerie de Lorient a ouvert une enquête. Une affaire qui rappelle celle de Carpentras, mais il sera cette fois plus difficile d'accuser la droite nationale. Un passe culture pour aller au Puy du Fou. Jeudi, le ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé que le Puy du Fou, célèbre parc d'attractions vendéen sur l'histoire de France, est désormais éligible au passe culture. Ce dispositif permet aux adolescents de 15 à 18 ans de bénéficier d'un crédit de 300 € sur des activités culturelles, livres, cinéma, jeux vidéo, etc. Mais malgré la demande de Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, le parc d'attractions n'avait pas été retenu dans le dispositif gouvernemental, qui a par ailleurs fait exploser les ventes de mangas.
En janvier, le député apparenté RN Anne Sicard avait pointé cette contradiction. Monsieur Cavalier, vous répondez devant notre commission de l'échec d'une politique qui n'aura pas atteint l'objectif de faire découvrir la beauté de la culture française à nos jeunes compatriotes. L'offre individuelle du Pass Culture, loin de valoriser la littérature, les arts et le cinéma français, a fait la part belle aux blockbusters américains et a alloué près de 16 millions d'euros à des activités d'escape game. Une alerte qui a finalement été entendue. Anne Hidalgo fait passer l'idéologie avant le social, et tant pis pour ceux qui veulent s'en sortir par le travail. Jeudi, la mairie de Paris a annoncé reporter la délibération sur l'octroi d'une salle municipale pour l'association La Table de Cana. Qu'est-ce qui cloche dans cette association, fondée en 1985 et présente dans 10 villes, qui a pour but de former des personnes éloignées de l'emploi au métier de la restauration? Le problème, gravissime aux yeux de la mairie socialiste de Paris, est que le président de l'association La Table de Cana s'est prononcé contre l'avortement et les lobbies LGBT. Des positions qui sont d'ailleurs sans aucun lien avec l'association en elle-même. L'attitude de la mairie de Paris pourrait créer un précédent inquiétant. De l'argent des contribuables pour aider les plus pauvres, mais surtout pour acheter de belles voitures. Arthur Hanan, ancien directeur de l'association Equalis, va être jugé en juin prochain pour détournement de fonds publics. Sa structure, une association d'aide vis-à-vis des sans-abri et surtout des clandestins, dispose d'un budget de 81 millions d'euros exclusivement des fonds publics. Avec l'argent de vos impôts, Arthur Hanan était payé 200 000 euros par an, roulé dans une Audi d'une valeur de plus de 100 000 euros, loué 2 000 euros mensuels par Equalis pour son compte, et percevait plus de 500 euros de primes pour se loger, tout en disposant d'un logement de fonction. Mais la République a su se montrer reconnaissante envers cet individu arrivé de Côte d'Ivoire et lui a donné la Légion d'honneur. Des Gaulois retrouvés en plein Dijon. En Côte d'Or, dans la capitale des Ducs de Bourgogne, l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, a mené des fouilles et découvert 13 Gaulois inhumés, assis et regardant vers l'ouest. Ils dateraient de 300 à 200 avant Jésus-Christ, date confirmée grâce à des fragments de céramique trouvés dans les fosses. Ils ont été très bien conservés grâce au sol sableux et au calcaire. Ces Gaulois ont été retrouvés dans des fosses circulaires espacées sur 25 mètres. L'actualité internationale en bref. Un dialogue russo-syrien délicat. Mardi, le vice-ministre des Affaires étrangères russe Mikhail Bogdanov s'est rendu à Damas. C'est la première fois qu'une délégation russe est reçue par le nouveau chef d'État syrien Ahmed al-Shara, connu sous le nom de Abou Mohamed al-Joulani. Les discussions reportaient sur les infrastructures militaires russes présentes en Syrie, la base navale de Tartous et l'aérodrome militaire de Memim. Ahmed al-Shara serait favorable à leur maintien, mais donnerait pour condition l'extradition de l'ancien chef d'État syrien Bachar al-Assad qui a obtenu l'asile à Moscou. Une demande à laquelle ne peut pas répondre le Kremlin, sinon à échauder tous ses nouveaux partenaires, notamment en Afrique, qui douteraient de la fiabilité russe en cas de pépin. Les BRICS dans le collimateur de Washington. Jeudi, le président des États-Unis Donald Trump a réitéré sa menace d'imposer les droits de douane à 100% au bloc des BRICS. Ce groupe, cofondé par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, comprend aujourd'hui 10 pays, représente près de la moitié de la population mondiale et 35% du produit intérieur brut mondial en valeur courante. Donald Trump s'opposerait notamment à ce qu'il crée une nouvelle monnaie qui concurrencerait ainsi le dollar américain. Une idée étudiée, mais jugée pas encore mûre par le président russe Vladimir Poutine. L'intelligence artificielle américaine tente de surmonter la concurrence chinoise. La société californienne OpenAI cherche à lever 40 milliards de dollars pour valoriser le concepteur du logiciel ChatGPT à 340 milliards de dollars. Le groupe japonais SoftBank pourrait investir de fortes sommes dans OpenAI. Le secteur cherche à se renforcer après la panique des marchés américains déclenchée par le succès de DeepSeek, une application d'intelligence artificielle chinoise très performante. Une ancienne affaire enfin résolue. Aux États-Unis, le suspect du meurtre d'une adolescente a été inculpé 48 ans après les faits. La victime, Dawn Momohara, âgée de 16 ans, avait été retrouvée morte dans l'enceinte de son lycée d'Honolulu, à Hawaï, le 21 mars 1977. Elle avait été retrouvée dévêtue avec un tissu orange enroulé autour du cou. La police avait conclu à une agression sexuelle suivie d'un étranglement. L'affaire était restée sans réponse jusqu'en 2019. Des détectives spécialisés dans les affaires non résolues ont prélevé l'ADN retrouvé sur le short de la victime et ont identifié le suspect. Il s'agit de Gideon Castro, un retraité de 66 ans. Il avait mentionné sa rencontre avec Dawn Momohara lors d'un bal de fin d'études ainsi que d'un carnaval. Arrêté dans sa maison de retraite de l'Utah aux États-Unis, il est désormais inculpé pour meurtre au 2e degré et risque une longue peine de prison.
Ce soir, Tête à Clash et demain, le samedi politique. Élise Blaise reçoit le spécialiste de la tech et patron du réseau social Waller, Thomas Fauré, pour évoquer les défis de la guerre numérique. Dimanche, contre-enquête et terre de mission, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À lundi et un salut tout spécial à notre stagiaire Mathilde Davenia qui nous quitte aujourd'hui.